tout le monde se souvient de ce schéma. Donc, il y a celui-là, qui est la même chose que celui-là. Donc, alors, je vais zapper. Donc, alors, est-ce que tout le monde a réussi d'importer Millismart Backend? Donc, alors, si... Yes. Oui, ça fait. Yes. OK. Pas moi, mais je vais le faire tout de suite parce que je viens juste de réavoir mon réseau. OK. OK, donc fais-le alors. Moi, entre-temps, je continue. Oui. Oui. OK, donc alors, une fois que vous avez importé et ouvert le projet, eh bien, ben voilà, donc j'ai la même version que vous, normalement, donc je vais voir. Donc je vais voir dans mon repo. De formateur. Donc je vais switcher sur donc alors la branche, donc sur le submodule tac tac tac. Donc alors Millismart, hop. Et donc alors je vais sur la version service, c'est la version que vous avez pour l'instant. Donc alors, votre attention tout le monde. Donc alors ce schéma donc, est très important, hein, donc ici qui simplifie un petit peu la chose. Donc alors, ici, est-ce que tout le monde a bien compris l'astuce? C'est qu'en fait, la couche service, donc la couche service qui est ici, donc, je vais la base de données, ouais. Donc la couche service va servir de, comment dire, donc d'une couche qui va nous permettre d'implémenter les règles de métier, hein, de 1, de 2, elle va, donc nous, il va faire cette conversion à chaque fois qu'on va donc d'un côté à l'autre. Donc ça veut dire concrètement que entre la couche présentation et la couche repository, on va devoir faire des conversions. C'est-à-dire que quand on veut alors afficher une information, on va lancer, voilà, donc on va cliquer sur un bouton par exemple, récupérer la... On va cliquer sur un bouton, donc par exemple, donc récupérer les détails d'un client. Donc ce qui va se passer, c'est que on va envoyer l'identifiant qui va traverser toutes ces couches. On va récupérer les informations sous forme d'une entité de la base de données. Et alors, cette entité, à un moment donné, il va falloir la convertir. Donc, ce sera par exemple utilisateur. Donc, c'est l'entité utilisateur. Donc, je vais voir. Donc, alors, l'entité utilisateur. Donc, alors, c'est l'entité utilisateur qui est mappée avec la table utilisateur. Et bien, cette entité va être convertie. Je suis où là? Ouais, je dois rafraîchir. Voilà. Donc, cette entité utilisateur, je vais devoir la convertir en un DTO. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais de la base de données vers ma couche présentation. Je récupère l'entité, hein, je vais la convertir en un objet de type utilisateur DTO, et après, je l'affiche. Donc, ça, c'est utilisateur. Hein, il contient les attributs suivants, donc ID, nom, nom clinique, prénom. Et dans la couche, donc alors le package.dto, service.dto, là vous allez créer vous quoi? Vous DTO. Donc alors à un moment donné, je vais trouver utilisateur DTO. Ok. Donc utilisateur est dans le package domain et utilisateur DTO est dans le package.service.dto. Et qu'est-ce que je trouve en fait dans cette donc alors classe? Les attributs. C'est les mêmes attributs que j'ai dans cette entité, hein, qui sont listés ici. C'est vraiment simple, c'est un BIMS vraiment très simple. Rien d'autre, juste les attributs. Comme ça, je me sers en tant que récipient, en tant que conteneur, à la place d'envoyer une liste de paramètres à une méthode, je ne sais pas, il y a combien ici, 13, 15 paramètres. Je passe cet objet, je l'utilise pour transférer les informations d'une couche à l'autre. Ça va? Et donc alors, vu que
je récupère l'utilisateur de la base de données et que la couche présentation ne sait même pas ce que c'est entité. Elle, sa devise, c'est les DTO. Et la base de données, sa devise et les entités. Hein? Chacun ne veut rien savoir sur l'autre. Et bien, il y a un médiateur qui est la couche service. Ce médiateur, il va faire cette conversion, cette traduction en chinois avec un français. Donc alors, il y a un traducteur, c'est celui-là. Donc alors, il arrive à communiquer même s'il ne parle pas la même langue. Hein? Le service s'occupe de ça. Donc alors, si je vais voir, dans ce cas-là, je vais juste vous donner un aperçu sur cette donc, manière de faire. Je prends un petit exemple. Hein? Donc ici, find one. Donc alors, je vais prendre le find, le save. OK? Le save, en fait, ici, c'est quoi? C'est que ici, ouais. Ici, au niveau de la couche présentation, je vais avoir un formulaire qui va me permettre d'encoder le nom, le prénom et ainsi de suite. Ajouter un client. Ça, c'est le formulaire que je vais devoir remplir. Voilà. Une fois que j'ai rempli ces informations et que je clique sur le bouton sauvegarder, ces informations vont être utilisées pour alimenter un objet de type Gladys. De quel type? Gladys. Pierre. Je remplis mon formulaire. Donc alors, je vais remplir mon formulaire. Et alors, ces informations, je vais devoir les stocker dans la table utilisateur. Ouais. Parce qu'un client est un utilisateur. Donc alors, ces informations, je vais les utiliser pour remplir un objet de quel type? Tout en sachant que je vais de la couche présentation à la base de données, dans ce sens-là. Un type service. Un type DTO. Un type DTO, parce que Ouais, c'est un service, ce n'est pas DTO. un type en fait. Service, Ouais. c'est un service. Faites très attention avec moi, s'il vous plaît. Donc, service est un service. C'est un service. Lui utilise en fait des objets de type DTO et des types entités, donc pour faire transiter les informations d'un côté à l'autre. Concentrez-vous avec moi. Donc alors, ici, la couche présentation va remplir un objet de type DTO, pas de type service. Gladys, une fois que tu as ton micro activé, manifeste-toi. Donc, il y a un type DTO. OK. Une fois que j'ai rempli ce type DTO, hein, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais, au niveau de la couche service, pour pouvoir le stocker dans la base de données, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Au niveau de la couche service, j'appelle la méthode quoi? Safe. La méthode save. OK. Et alors, si logiquement on regarde la définition de cette méthode, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la méthode save? On doit avoir logiquement trois choses. J'invite Maxime et Denis qu'ils me disent ce qu'on peut avoir dans la méthode save et je vous écoute. Je vais switcher ici. On considère que la méthode save, elle fait update aussi dans le cas présent ou pas? La méthode save, est-ce que la méthode save Fait update ou pas? Ah Parce oui. que si elle fait pas update, il faut checker que l'enregistrement avec Très bonne l'ID de question. l'enregistrement n'existe pas déjà. Donc, très bonne question, je reviendrai sur ce point. Je vais garder les choses en fait un peu simples à ce stade-là pour ne pas perturber les autres. Mais j'aborderai ta remarque tout à l'heure. Considérons qu'elle fasse que l'update, que la sauvegarde. Elle ne gère pas l'update en même temps. Donc, la méthode save, en fait, donc, vous avez le formulaire et vous avez la base de données. Hop. Et là, vous avez la couche service. Dans cette couche service, vous avez la méthode save. Moi, je traite avec vous ce cas-là. Donc, alors, j'ai rempli les informations, le nom, le prénom. Je vais les envoyer à la couche service. Donc, cette méthode, qu'est-ce qu'il doit avoir comme... la couche service, qu'est-ce qu'il doit avoir cette méthode comme... voilà, comme bloc de code. La première chose à faire. Dites-moi d'abord, quel type je vais devoir mettre ici de utilisateur. User quoi? User, user... C'est un DTO. Utilisateur DTO.
User DTO, ok. Et donc, alors, quand je suis là, qu'est-ce que je vais devoir faire, en fait? Donc, Bah, celui-là, il parle le langage DTO, donc la couche présentation. Et la base de données parle le langage entity. Je vous écoute. Celui-là, c'est le traducteur. Ouais, Déjà, il faut checker si toutes les informations sont valides. Parce qu'on check une fois au niveau du front, mais on doit le rechecker au niveau du back. d'accord, ok. D'accord, je ne vais pas la mettre ici, mais je prends note. Donc, une fois que la vérification et la validation est passée, pour rester focus sur le... Bah, ici, il y aura une conversion user DTO en to entity. C'est ça. Parce qu'en fait, ici, la méthode save de la couche service, je vais ajouter donc, la couche repository. On va appeler la méthode save de la couche repository. Donc, la couche save de la couche repository qui va sauvegarder ça dans la base de données. Voilà. Donc alors, ici, il va y avoir quoi? Une reconversion, une conversion du DTO vers quoi? Vers l'entité, ouais. Donc pourquoi? Parce que Mais Mounir, du coup, ton DTO, il a toujours les mêmes champs que l'entité qui lui correspond. donc pas forcément, justement, pourquoi se prendre la tête en fait d'avoir une version DTO et une version entité de la même entité business, donc utilisateur, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des divergences. Souvenez-vous avec l'exemple de l'âge que je vous ai dit. On stocke par exemple l'âge de la personne dans la base de données, du coup on va voir quoi? Birthday dans l'entité. Par contre, ce qu'on affiche, pardon, donc on stocke la date de naissance birthday dans la base de données. Donc, alors, dans la classe entité, on va voir date naissance, par exemple. Mais ce qu'on affiche, c'est l'âge. Donc, au niveau de la classe DTO, on va voir âge. On ne verra pas date naissance, par exemple. Ok, ouais. Et l'âge, on va le calculer dans la coche service en se basant sur la date de naissance de la personne. On affiche l'âge, mais on stocke la date de naissance. Utilisateur, ouais. Donc alors, ce que je voulais dire par ça, c'est qu'en fait, ici, la méthode save de la couche service, elle va recevoir en tant que paramètre d'entrée quoi? Vu qu'on passe user DTO, User DTO. user DTO. OK? Donc alors, cette méthode, dans son implémentation, va appeler la méthode save de la couche repository. Et la méthode save de la couche repository, elle ne sait pas ce que c'est des user DTO, elle, simplement, donc elle reçoit donc utilisateur, l'entité. Donc là, c'est une entité. Vu que la méthode save, à un moment donné, va appeler le repo, hein, donc repo, donc alors user repo, point save, ce save s'attend à avoir une entité. Or, moi, qu'est-ce que j'ai reçu ici? Une entité, un DTO. Donc alors, qu'est-ce que je vais devoir faire ici? Il faut le transformer. Faut Voilà. qu'il convertisse dans le repo. Donc ça sera un DTO qui va arriver dans le repo. De service, Non, de service non. à repo. Donc repo, en fait, ici, c'est une entité. Ouais. Or, service reçoit un DTO, il va falloir convertir ça. C'est-à-dire que je vais déclarer un objet utilisateur qui est une entité est égal à quoi? Ici, un moyen de conversion, je ne sais pas ce que c'est moi ce moyen, hein.
un truc magique de conversion. Conversion. C'est une machine, en fait, voilà. Je lui passe le DTO. DTO. Et elle me retourne quoi? L'entité. Hein? Donc ce moyen de conversion, moi je vais l'appeler hein? Je vais l'appeler simplement to quoi? To entity. Ça veut tout dire, hein? Ça va? Vous voyez là? Ouais. C'est comme Mais nous, concrètement, Oui. Donc alors je passe mon DTO, user DTO. Ça va? Le to entity, c'est une petite machine qui va avoir en notre un DTO, il va me retourner l'entité. D'accord? Et cette entité user, bah là, pas de souci. Je viens de traduire le truc. Je vais la passer à ma méthode save. Et ma méthode save est contente parce qu'elle, elle s'attend à avoir une entité. Elle, bah bon, vous avez vu maintenant, vous savez comment ça marche à ce truc, on l'a testé. Une fois que je passe mon objet que j'ai rempli côté présentation à ma méthode save de la classe repo, ça vous l'avez vu, ça c'est fait. Vous savez comment ça marche, c'est bon. Il va sauvegarder l'utilisateur dans la base de données. Grâce à l'interface GPA Repository qui implémente la méthode save pour nous. Vous n'avez rien implémenté ici au niveau de la sauvegarde. OK? Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde l'utilisateur. Et avec Spring, on récupère l'entité qu'on a sauvegardée dans la base de données. Donc alors, je vais faire le chemin inverse, hein, simplement. Une fois que j'ai sauvegardé, je vais récupérer l'entité utilisateur sauvegardée. Donc la saved, hein, entité utilisateur. Utilisateur. Je vais la retourner en tant que type de retour ici, à la méthode save. Donc alors, je vais faire comme ça. Celle-là, le user repo.save, il reçoit une entité. Il me retourne une entité. Mais alors, je dois la reconvertir en un DTO pour la forwarder à l'interface. Donc alors, du coup, qu'est-ce que je dois voir en fait ici en bas? Quoi? Méthode to Utilisateur DTO. DTO. Je vais l'appeler user DTO. Est égal à quoi? Ma Donc, le retour que utilisateur. j'ai ici, ouais. Donc ici, le save ici va me retourner utilisateur, donc user. Donc alors cette entité user, je vais mettre égal ici, ça va? Parce que l'appel de cette méthode va me retourner un type utilisateur ici. Je récupère user, mais vu que je vais dans le sens inverse et que je vais après envoyer le résultat à la couche présentation qui ne comprend que DTO, je vais convertir ce type que j'ai eu de retour ici en un type user DTO. Et donc alors, je vais faire comme ça. Ici, j'avais mis toEntity, là je vais mettre quoi? toDTO. C'est une méthode hein, que je vais implémenter. toDTO, il va recevoir en paramètre une entité, c'est-à-dire user, que j'ai récupéré ici, là. Et ça va me retourner un user DTO que je stocke ici. Et ce user DTO, eh bien je vais le retourner à la couche présentation ici. Ça va? Vous voyez comment la conversion se fait? En gros, vous avez donc, service, vous avez le GUI, c'est-à-dire Graphical User Interface. Vous avez la base de données. Donc le service, quand on va dans ce sens-là, donc alors je vais envoyer un DTO.
Tac. DTO2 entity. En passant le DTO, je récupère l'entité. Et là, ce serait une entité. Ensuite, celle-là va me retourner à une entité. Et là, ce sera tout DTO. Je passe mon entité et je remonte un DTO. Résultat, là, ici, toujours des DTO. Et ici, j'ai toujours des entités. Voilà. Je vais ajouter dans le support peut-être. Voilà. Donc ça va tout le monde? Oui, un petit peu. Mounir, moi j'ai compris le principe, mais je comprends toujours pas l'intérêt du DTO en fait. Parce que ça fait penser à un intermédiaire qui est là en plus, mais qui prend juste sa commission, quoi. Parce que si tu faisais pareil avec juste tes classes domain, bah, ça marcherait aussi, non? Ça marchera, mais je te donne un autre exemple. Peut-être ça va t'éclairer un peu. Donc, supposons que dans ton interface, donc celle-là, donc alors, ton client est content. Pourquoi? Parce que tu viens implémenter cette interface. Et alors, ici, voilà. Donc, le client, il dit oui, mais écoutez, ce serait bien sympa si vous pouvez m'ajouter attends, je vais voir un exemple concret. Ce serait bien. Si c'est... que ça va marcher. Ça charge. Euh... Excusez-moi. J'essaie de me connecter sur une application en production. Donc alors le je check d'abord sur l'autre écran pour moi. Si ça marche. Okay. Donc alors. Bon, hop. Ça. Dernière tentative. Ok.
Ok, pas de souci, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ici, regarde. Et donc alors, sur cette interface, en fait, donc tu as affiché la liste des clients, de tes clients. Bam. Yep. Et donc alors, sur cette liste, on a par exemple les informations suivantes. Donc tu as, je ne sais pas moi, le nom. Donc tu as le prénom et tu as le téléphone. Yep. Donc alors tu as donc client 1. On voit pas ton dessin. Ah oui, ouais. Donc tu as client 1, donc client 2, ainsi de suite. Donc lui en fait, voilà, il dit, mais écoute, moi mes clients, j'aimerais avoir un élément visuel me permettant de voir ceux qui ont payé, peut-être en vert, ceux qui n'ont pas payé en rouge. Et ce serait sympa de m'ajouter une colonne ici statut. Et alors en fonction de l'état du paiement du client, tu m'affiches en fait une petite pastille en vert, une autre en rouge. Ok, donc alors toi, donc tu vas alors commencer à programmer ton statut ici. Hop. Et alors, toi, tout ce que tu veux, de ce que tu vas faire en fait, donc si tu n'as pas cette notion de DTO, tu vas devoir aller dans ton entité là, donc client, c'est-à-dire l'entité, il n'y a rien, c'est l'entité. Et alors, celle-là, tu vas donc avoir le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Et qu'est-ce que tu vas devoir faire? Ajouter donc alors un champ supplémentaire status 1. Donc soit alors payé, non payé, machin. Hein. Ensuite, color. Donc tu vas stocker le code hexadécimal de ta couleur ou bien stocker la couleur, donc red, peu importe. Couleur, en fait, ici, c'est en fonction des statuts qu'on va pouvoir la calculer. OK, et donc alors, problème, en fait, ici, c'est que toi, dans ta base de données, dans ta table client ou bien utilisateur, donc alors, tu n'as pas un champ status. Donc ces deux champs, tu ne les as pas en fait dans ta base de données. Et tu ne veux pas les ajouter. Pourquoi? Pourtant, on peut les modifier avec un update, avec un alter table. On peut adapter le schéma de notre base de données. Ouais, mais ça va être dégueulasse dans ta base de données. C'est ça, parce que tu vas... À la limite, ce n'est pas trop grave, parce que statut couleur, en fait, ce n'est pas trop grave. Mais le fait de, à chaque fois, ajouter deux champs comme ça, en fait, donc tu vas rendre ta base de données obèse, surtout pour ce champ couleur. Pourquoi? Parce que ce champ couleur est calculable, on l'appelle ça, c'est un champ dérivable. Donc, en fonction des statuts, en fait, donc ici, si c'est OK, dans ton affichage, t'as pas, tout simplement, tu n'as pas besoin de stocker la couleur. Pourquoi? Parce qu'en fonction de, si c'est un simple if, en fait, si status est OK, eh bien, bah, tu vas affecter la couleur green, par exemple, au champ couleur. S'il est KO, tu vas affecter la couleur red, par exemple. Donc alors ce champ-là, donc pas besoin de le stocker dans ta base de données, car il est calculable, on peut le déduire en fait. C'est comme cette histoire de l'âge qu'on peut calculer à partir de la date de naissance de la personne. Et donc alors tu te retrouves avec un champ qu'à un moment donné, il doit se retrouver quand on est en train d'élaborer l'interface, hein, et que voilà, et qu'on ne veut pas stocker dans la base de données. Donc alors, on va casser ce mapping automatique entre client et ta table, donc ta table client. Donc pour éviter ça, on va créer une classe donc à part entière, donc une classe client DTO. Et dans cette classe, en plus des attributs qu'on a dans notre base de données, on va pouvoir ajouter tout ce qui concerne la mise en page, la mise en forme de la page qui affiche les détails du client, par exemple. Donc alors, en plus de ce qu'on a ici, donc le nom, le prénom, le téléphone, on va voir le statut, on va voir donc le color, on va voir euh, donc le nom par exemple, je ne sais pas, mais on veut l'afficher en gras si le client a plus que 2 enfants. Donc nom, style, ça je n'ai pas besoin de le stocker dans la base de données.
Je n'ai pas besoin de l'avoir dans mon entité. Je laisse mon entité tranquille. Et ça, c'est juste quelques exemples, parce qu'avec l'expérience, vous allez voir que vous aurez besoin de ce type DTO, car là, vous pouvez mettre tout ce qui vous aide à bien formater l'affichage de votre page. Les DTO sont orientés interface, hein, et les entités sont orientées stockage. Est-ce que j'ai répondu Ok, à ta ouais. question, Denis? Ouais, je vois le principe. En fait, ouais, je vois l'utilité du DTO quand ça commence à devenir complexe. Mais par exemple, pour un exemple simple comme tu as pris là avec le client, Ouais, enfin, entre guillemets simple, genre le statut, moi, enfin, si tu m'avais demandé de faire ça, je pense que la première chose à laquelle j'aurais pensé, c'est faire le statut, ça aurait été un booléen que j'aurais mis en transient. Comme ça, il n'est pas dans ma base de données. oui, Et la couleur, en fait, je l'aurais géré avec le front. Genre, j'aurais oui. checké si le booléen est sur OK, il affiche du vert, et si le booléen est sur faux, bah, il affiche du rouge, quoi. C'est pour Oui, ça que c'est je ça. voyais pas trop le. C'est ça, tu peux rendre en fait donc ton attribut transient, donc alors non persistante, hein, donc tu n'as pas besoin de la stocker dans la base de données, elle va être ignorée en fait automatiquement. Mais sache que dans des grandes applications, en fait, franchement, c'est plus compliqué que ça en fait. Et si Ouais, j'essaie de ouais. simplifier un petit peu, banaliser un petit peu la chose parce que pour moi, vous êtes des profils juniors, j'essaye un peu de simplifier un petit peu la chose, mais voilà quoi. Et ça se retrouve dans la quasi-totalité des cas pratiques qu'on verra en entreprise ou la couche DTO, je veux dire. Oui, donc automatiquement, ici, automatiquement, vous implémentez des DTO pour toutes les classes, hein. Comme ça, vous êtes tranquille en fait. Je peux même vous ouvrir une application .NET. Hop, je vais prendre celle-là. Non, donc alors c'est... Comme ça, je vous donne un peu une idée sur la .NET. Je prends peu importe celui-là. Donc ça, c'est le front. Allez, je vais prendre celui-là. Celui-là. Bah, c'est marrant en fait parce que c'est un peu le même principe dans les autres langages. Bah, donc le besoin en fait donc est là et l'implémentation est la même. En Java.NET, à chaque fois vous avez des DTO qui correspondent à des entités. Je vais le laisser s'ouvrir parce que c'est un grand projet qui contient 14 projets, celui-là, normalement. Ouais. Maintenant, mon objectif, c'est simplement vous montrer un peu l'utilité et donc ça, c'est l'équivalent Eclipse, mais en .NET, ça va, ça. Vous voyez? l'IDE. C'est un IDE aussi. C'est celui-là que j'utilise depuis 2006. Et lui, il s'appelle comment? Visual Studio. Ah, c'est le fameux. Non, non, le fameux, c'est Visual Studio Code. Ce n'est pas du tout la même chose, hein. Visual Studio Code, c'est un éditeur. Et Visual Studio, c'est un IDE. Oui, je le dis parce qu'en fait, souvent, ils nous en fait, dans les descriptifs d'emploi, souvent, quand ils parlent d'autres langages, ils mettent Visual Studio. Et je me posais la question, mais c'était quoi exactement? Eh bien, là, tu as levé vraiment le doute qui était dans ma tête, en fait. C'est ça, le Visual Studio Code, hein, ce n'est pas la même chose, hein. Visual Studio Code, c'est un éditeur. Ouais. C'est-à-dire Il est les deux, non? il devient vraiment une machine à gaz, hein, le Visual Studio. On va l'utiliser d'ailleurs, hein, le Visual Studio. Menir, mais Studio Code, c'est aussi un IDE, non? Non, 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 c'est un éditeur. Bah, il y a un compilateur. Et c'est quoi la subtilité? La subtilité, c'est qu'un éditeur de code n'est pas si évolué qu'un IDE. Donc un IDE, en fait, donc il peut, voilà, donc il a une fonctionnalité vraiment très avancée comme l'autocomplétion, comme par exemple, je ne sais pas moi, le compilateur, il peut vous assister vraiment, mais VS Code, on peut avoir ça, mais avec des plugins. En allant installer des extensions, on peut donc alors le rendre plus intéressant comme un IDE. Ah oui, on peut intégrer des templates, on peut Ouais, lui faire reconnaître un langage dès qu'on commence à coder, et puis il nous met la liste des commandes, tout ce qui est possible. on peut faire beaucoup de choses et d'ailleurs vous allez l'utiliser avec moi. Voici le Visual Studio Code, c'est celui-là.
Vous voyez, Ouais. il y a la coloration syntaxique, il y a tout. Ça, c'est Visual Studio Code. Avec des milliers d'extensions hein, ici, parce qu'il est devenu très, très connu. Ça, c'est Visual Studio, c'est une usine à gaz. Et Eclipse, vous le connaissez. Et Visual Studio Code, il y a même des plugins qui permettent de générer, enfin, de visualiser une page web en fait d'une application, enfin, de visualiser l'application. Donc de la tester en fait, en live. Ouais, mais le truc, c'est que VS Code, il y a des moments, quand tu commences à avoir pas mal de plugins, il fait marcher ce qu'il veut quand il veut, quoi. Et l'autocomplétion, c'est un peu quand il veut aussi, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Sauf C'est que ça. moi, L'autocomplétion, ça marche surtout avec le nom du fichier aussi. Enfin, si Ouais. ton fichier, tu le mets en point HTML, il va pas te mettre les commandes. Tu pourras pas foutre du PHP dedans, il va pas te le reconnaître automatiquement, il évitera rien en fait. C'est surtout, je pense, quand il voit l'extension d'un fichier. Quand il voit l'extension de fichier, il va dire automatiquement c'est tel langage qui peut être utilisé dedans. Mais ouais, non, mais il y a des plugins, c'est vrai que c'est un peu cassé. Hein. Donc, parfois, au niveau débuggage, ça plante en fait VS Code parce que c'est un éditeur, ce n'est pas un IDE. Mais moi, je l'ai inclus un petit peu dans le programme, comme ça, vous prenez un petit peu l'habitude et vous ne vous attachez pas à un éditeur X ou bien un IDE X. Vous choisissez ce que la boîte utilise, car ils auront raison, ils auront des explications en leur choix, mais vous concentrez sur les paradigmes, sur les principes. Donc ici, au passage, ça, c'est une application .NET. Regardez ici. Ça, c'est l'équivalent entité côté Java. Vous voyez là, public class contract, contrat. Moi, je l'attache avec une table contrat ici. Vous voyez, table, vous voyez? C'est un autre langage qui n'a rien à voir avec Java. C'est le même principe. D'accord? Donc alors, ça, c'est l'entité. Maintenant, le DTO. Regardez, contrat DTO. J'ai contrat DTO ici. Moi, j'utilise beaucoup l'héritage. Donc, j'ai des classes parentes qui contiennent en fait donc voilà donc les attributs communs à toutes les classes. Et donc alors, et donc alors contrat DTO, et donc alors j'ai mes attributs. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Hop. Oui, oui, pour répondre à la question de Morgane, voilà, c'est pour ça que je suis allé ici. Regarde-moi, Morgane, dans mon dossier DTO, regarde toutes les DTO que j'ai, tu vois. C'est beaucoup de Ouais, code. ouais. Mais sache que tout ça, je l'ai généré, ça. Tu vois. Je ne l'ai pas tapé à la main. Je regarderai tout à l'heure. Donc ici, sache que il y a moyen de générer du code, hein, mais d'abord, il faut apprendre à le faire par soi-même. Avant de générer quoi que ce soit, voilà. Au moins, quand je vais dans mon code généré, je comprends un peu ce qu'il y a, je peux le modifier et l'adapter. Voilà. Donc alors oui, il faut créer tes DTE pour toutes tes classes. Maintenant, il faut rester pragmatique. Hein. Moi, j'ai une application en fait où j'ai une classe avec 74 champs. Ouais. Donc je vous laisse imaginer avec les getters et les setters, voilà. Mais c'est une application un peu spéciale, d'accord? Dans une application de gestion, en fait, on décompose un maximum. Si vous avez utilisateur et adresse, donc je peux utiliser dans la même classe, mais je peux aussi les mettre dans deux classes ou bien deux tables séparées. Voilà, donc alors, je reviens un petit peu sur mon explication. Donc là, voilà, ici, j'étais dans le cours. Tac, 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 ici. Donc alors, hop. Ouais. Donc le DTE. Hop, donc alors, utilisateur DTO. Yep. Oui. Donc alors, j'ai ici utilisateur DTO et d'un autre côté, j'ai utilisateur repository. Donc là, par exemple, vous avez dans l'entité utilisateur, ça c'est utilisateur repository. Donc, quels sont où les domaines? C'est ici utilisateur. Donc là, par exemple, dans votre entité, ici, vous avez un attribut de type adresse. Donc pourquoi? Parce que Hibernate, en fait, voilà. Donc
a besoin de cet attribut. Mais moi, dans mon utilisateur DTO, je n'ai pas vraiment besoin de déclarer un attribut de type adresse. Je vais simplement déclarer adresse ID. J'ai besoin que de l'ID. Si je vais voir. Je ne déclare que l'adresse. L'adresse ID, pardon. Donc alors, voilà, ensuite, je vais voir. Donc alors, adresse DTO. Pam, pam, pam. Donc alors, au niveau de l'adresse, en fait, il n'y a rien de spécial là. Donc ici. Donc adresse DTO. Ok, donc là, je vous montre en fait ici ce que vous allez devoir coder vous. Donc ici, moi, j'estime que voilà. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Donc simplement, je vais créer mes DTO, comme ça, à la main. Hop. Et je génère les getters et les setters. Consultation, rien de spécial. Vous avez donc alors vos attributs. Donc alors ici, tac, tac, tac. Bon, je peux ajouter donc d'autres éléments concernant le formatage, par exemple des fichiers JSON que je génère, peu importe, mais ce n'est pas donc ici important. Donc vous avez donc alors consultation view, parce que pour les consultations ou bien pour les utilisateurs, ben, on aurait besoin de 2 DTO différents. Donc ici, vous avez par exemple create or edit passion DTO. Je vous expliquerai donc, la nuance donc, tout à l'heure. Donc vous avez détail consultation DTO. Simplement les champs que vous mettez en fait ici, que vous avez dans vos entités, vous les mettez ici. Comme ça, vous rendez votre application évolutive. Si à un moment donné, votre client a besoin d'un statut avec un code couleur, les DTO, elles sont déjà prêtes. Pourquoi? Parce que quand vous passez à un autre projet, vous aurez franchement pas beaucoup de temps de faire la maintenance à des projets que vous avez fait auparavant. Parce que si vous avez 5 applications qui tournent chez le client et que, parce que lui a simplement demandé d'ajouter un statut avec un code couleur et vous allez devoir, vous êtes en plein travail dans un projet qui doit être livré la semaine prochaine, mais vous devez revenir sur celui-là que vous avez codé il y a 5 ans et coder tout ça, hein, et qu'en parallèle, vous avez eu une demande d'un autre client pour un autre projet, il va falloir coder encore une tartine de code, là, vous allez vraiment être très embêté. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est avoir codé en fait une application évolutive et maintenable. C'est-à-dire, je me prépare à ce que le client peut demander dans le futur. Je code pour aujourd'hui et pour demain. Ça va? Donc, si lui a besoin de ce statut, je vais dans mon utilisateur DTO. Soit si j'utilise alors donc Hibernate, parce que Hibernate, il a sa petite usine à gaz comme Transient. En fait, ici, on peut spécifier dans l'entité alors des champs qu'on peut ignorer lors de la sauvegarde dans la base de données, comme on peut par exemple dans utilisateur DTO ajouter dans le cadre d'un projet complexe en fait donc toutes les spécificités concernant cette entité dans l'interface en fait ici. Hop, vous les ajouter ici. Donc alors paiement, rien de oui. Oui, tu étais parti dans détail consultation. S'il te plaît, tu peux venir dans consultation tout à l'heure, là, s'il te plaît. Je vais sur détail consultation, c'est ça? Ouais, DTO, hein, ouais. Ouais. Ah, DTO, ok. Ouais. Détail consultation, DTO. Celui-là? Ah non, c'est pas lui. Bon, c'est pas la peine. En fait, j'avais vu quelque chose. Non, non, en fait, c'était sur la classe même DTO de, je crois, c'est consultation, où j'ai vu quelque chose, je pense. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Donc, en gros, on va récupérer l'ID. On prend la classe d'autres entités, on va récupérer toutes les informations, à savoir son ID, tous les éléments, en fait, les attributs qui seront directement les DTO et on crée les getter setter. Et ça suffit? C'est ça. Et donc alors comme ça, si tu vas devoir adapter ton interface et donc alors changer par exemple le statut de chaque client ou bien par exemple un fichier, donc l'âge à partir de la date de naissance ou quoi que ce soit, c'est ici que tu vas
ajouter d'autres attributs que tu n'as pas besoin de stocker dans ta base de données, et parce que tu n'as pas besoin de polluer, tu n'as pas envie de polluer donc alors tes entités avec des éléments graphiques. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens d'avoir dans ton entité, même si tu utilises le transient, en fait, donc Denis, pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir des champs alors qu'ils manipulent l'interface dans l'entité. L'entité, en fait, doit être orientée stockage, mais pas commencer à mélanger les deux, quoi. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici, entité, l'entité utilisateur, hein, comme vous la voyez ici, fait partie de la couche mythique qui va être exposée donc au travers d'une API. Et donc, cette API, aujourd'hui, elle est consommée par une page web avec une colonne statut avec des couleurs différentes. Demain, vous allez développer une application mobile qui n'a pas besoin de cette notion de statut, car on n'a pas assez de place sur un mobile. Donc, alors, vous allez utiliser une API avec des entités contenant des attributs traitant des éléments que sur les pages web. Mais à partir d'un mobile, pour moi, ce n'est pas propre et ce n'est pas... Voilà. Donc alors, il faut laisser l'API, donc une API universelle, peu importe. Donc PC, smartphone, tablette, téléviseur. Et ne pas aller mettre dans les entités des éléments graphiques. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut laisser les entités propres, en fait, et orienter stockage. Ça va? Donc alors, voici. Donc ici, je n'ai pas grand-chose à expliquer au niveau des DTO. Je continue. Donc alors, moi, je vous invite à... je vous invite à créer, donc alors, les DTO. Voici un petit rappel sur le schéma donc, de la base de données, et voici la répartition des tâches. Ça va? Maintenant, avec la répétition, vous allez voir clair maintenant avec Git, parce que franchement, une fois que ça devient un réflexe chez vous, c'est vraiment quelque chose. Hein. Vous évitez un stress énorme quand vous commencez à travailler en boîte. Et donc alors, voilà. Moi, j'attends vos corrections, hein, donc j'attends les pull requests de vos mastermind. Ça va? Let's go. On fait ça? Du coup, on se retrouve à quelle heure ici? Pardon? On se retrouve à quelle heure ici dans le général? Donc ici, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est corriger éventuellement juste après la pause, mais vraiment corriger. Hein. C'est-à-dire que vous, ma product owner, vont me soumettre leur pull request pendant la pause. Hein. Ça va? Comme ça, moi, j'intégrerai, pas pendant la pause, en fait, en tout cas avant la pause. Moi, j'aimerais avoir les pull requests, en fait, donc des 3 masterminds pour que je puisse regarder avant 1h30. Ça va? Parce que je vais faire mes merges en fait avant 1h30. Comme ça, je vais faire un petit review avec tout le monde par rapport à peut-être à ce que vous avez fait comme erreur ou quoi que ce soit. Comme ça, je pourrais voilà, brainstormer avec vous tout le monde et on continue sur les maps struct. Ça va? Donc, vous vous organisez, vous avez jusqu'à 13h30. Non, pas jusqu'à 13h30. Laissez-moi le temps, une vingtaine de minutes. C'est-à-dire vous avez jusqu'à 13h10 donc, pour m'envoyer donc les pull requests. Vous les faites maintenant et vous prenez votre pause comme d'habitude, hein, donc 12h30, 13h30 à la limite. Mais bon, ceux qui sont un petit peu en retard, voilà, vous vous arrangez pour que vous m'envoyez le travail, quoi. Ok. Vous avez tous les éléments pour que je puisse, moi, voir le tout avant 13h. Avant 13h10 ou plus tard 13h15. OK? Ça va tout le monde, on fait comme ça?